Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous, et heureux de vous retrouver pour ce premier webinaire de l'année 2022 en ce qui nous concerne pour l'agence Seine-Ouest Entreprise, agence économique du territoire Grand Paris Seine-Ouest. Donc, ce webinaire sera consacré à un sujet sensible pour l'ensemble des dirigeants et des DAF. Il s'agit donc du recouvrement, vous l'avez bien compris, et on va parler particulièrement du recouvrement en B2B. Voilà, alors le sujet, comment anticiper le risque client et éviter le recours au contentieux en cas d'impayé. Donc, c'est ça le sujet. Vous l'aurez tous remarqué, on s'approche petit à petit de la fin du quoi qu'il en coûte. Les mauvaises habitudes n'ont pourtant néanmoins pas disparu, comme l'allongement des délais de paiement, l'augmentation du coût de l'assurance crédit. Et pour beaucoup d'entreprises, la part du risque est bel et bien présente en fonction des secteurs dans lesquels elles évoluent et nécessite parfois des besoins en fonds de roulement importants. Donc, comment se prémunir contre les mauvais payeurs? Quelles sont les alternatives pour gérer le risque client? Donc, on va parler de solutions comme l'affacturage, mais aussi l'affacturage inversé comme source de financement. On va parler aussi de l'arrivée du digital, comment le digital arrive à préserver les marges d'erreur tout en connaissant mieux son client, mais aussi un suivi rigoureux de ses factures. Et enfin, quelle place occupe aujourd'hui le médiateur des entreprises auprès des entreprises françaises? Pour en parler, j'ai choisi d'inviter donc 3 spécialistes du recouvrement, avec d'un côté une institution publique qui a été très sollicitée en 2020. Donc, j'ai nommé le médiateur des entreprises avec Nicolas Mort. Bonjour Nicolas. Bonjour. De l'autre, un expert du recouvrement boulonnais. Donc, son entreprise est à Boulogne-Billancourt. Il s'agit de Denis Lebossé, président du cabinet ARC. Oui, bonjour à tous. Et enfin, un éditeur de logiciels en pleine croissance, SideTrade, représenté ici par Alexandre Mimer, Regional Sales Manager. Bonjour tout le monde. Bonjour Alexandre. Bon, je ne reviendrai pas sur les bios de chacun, vous pourrez tout à l'heure revenir sur votre parcours, mais le temps presse et je pense que vous êtes impatient de rentrer dans le vif du sujet. Et je commencerai d'abord par toi, Nicolas, donc en tant que directeur général du médiateur des entreprises. Nous parler un peu regarder dans le rétroviseur et nous parler un peu de ce que vous avez fait en 2020 auprès des entreprises et aussi expliquer vraiment de manière très concise le rôle du médiateur des entreprises. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci de ton invitation. Notre dispositif, c'est un dispositif public de médiation et qui a pour objet d'aider les entreprises en cas de différends contractuels et de tensions contractuelles. Donc, lors du grand épisode de tensions économiques qu'on a pu bien évidemment connaître dans le cadre de la crise Covid, on a été particulièrement sollicité, comme tu le disais. On a d'habitude un flux d'environ 1500 médiations par an, et là on est passé à 3500 en 2020 et encore l'année dernière à un peu plus de 2000. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les médiations, le premier motif de saisine historiquement, depuis la dizaine d'années que nous existons, ce sont les conditions de paiement. C'est un sujet récurrent de tension que nous accompagnons dans le cadre d'une médiation, c'est-à-dire un dispositif où on va aider les deux parties à trouver leur solution à cette tension. Donc, on peut intervenir auprès de tout acteur économique en tant que médiation des entreprises, en tant que dispositif public à la tête duquel se trouve Pierre Pelouzet, qui est placé auprès du ministre de l'économie. Et ce dispositif va aider tout acteur économique, quelle que soit sa taille, un grand groupe, un indépendant, une TPE, une PME, une ETI, à aider à trouver une solution lorsqu'il y a un contentieux, une tension autour de conditions de paiement. On n'est pas un dispositif pur de recouvrement, on est plutôt là pour accompagner lorsqu'il y a une tension qui se crée et aider à dépasser cette tension. Donc ce dispositif est gratuit, ce dispositif est rapide. Dans la très grande majorité des cas, on aide à trouver une solution en moins de 3 mois. Et c'est un dispositif dans lequel vous avez 70% de chances d'arriver à un accord. Donc bien évidemment, avec la crispation qu'on a connue au tout début de la crise Covid sur les conditions de paiement, on a bien évidemment été sollicité sur ce sujet-là. Et à côté de ce dispositif de médiation, on a mis en place un dispositif de comité de crise sur les conditions
de paiement, sur les délais de paiement qui a pas mal fonctionné au cours de l'année 2020 et qui a donné heureusement de bons résultats. Oui, excuse-moi Alexandre, juste peut-être préciser déjà, pour certaines entreprises, différencier le rôle du médiateur des entreprises et du médiateur du crédit. Parce qu'effectivement, du coup, pendant la crise, il y a eu beaucoup de médiateurs. Bien différencier vraiment votre rôle par rapport au médiateur du crédit, qui est plutôt côté Banque de France pour justement gérer les problèmes de crédit, de garantie, c'est ça? Alors que vous Tout à avez fait. vraiment un rôle qui n'est pas du tout, qui n'a rien à voir avec ça, on est d'accord? Non, 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 non. C'est effectivement un dispositif qui accompagne en cas de tension avec sa banque, dans le cadre d'un accord de place dans lequel exerce la médiation du crédit et qui effectivement peut être sollicité dans ce cadre. Et depuis quelques jours, ils peuvent être également sollicités sur des tensions sur les PGE. Donc voilà, donc des dispositifs complémentaires, bien évidemment, lorsque par exemple on s'adresse à nous par rapport à une tension sur le crédit, naturellement on accompagne l'entreprise qui nous saisit vers le médiateur du crédit, donc il n'y a pas de souci, même si vous vous trompez de porte, on se connaît bien et on peut transférer les dossiers, ce qu'on fait naturellement. Alors, du coup, comment vous voyez 2022? 2021, 2020, vous avez été assez sollicité. 2021 encore. 2022, vous, comment vous voyez les choses un peu pour cette nouvelle année? Bon, alors là, on commence tout juste, hein, c'est encore Ouais, un peu tôt, et puis voilà, on le voit tous, hein, la situation est quand même pas d'une lisibilité exemplaire. Là, en ce moment, ce qu'on voit notamment, je ne vous surprendrai pas, c'est notamment toutes les tensions sur les approvisionnements. Et donc, c'est ces problématiques qui sont assez significatives. Donc, c'est pour ça qu'on vient de mettre en place, à la demande du ministre et du gouverneur de la Banque de France, un comité d'action sur les approvisionnements et les conditions de paiement, pour justement accompagner ces problématiques, en tout cas pour ce qui me concerne, qui étaient bien difficilement imaginables il y a encore plusieurs mois de cela. Donc de ce fait, on est en train de mettre en place ces dispositifs, et on va voir bien évidemment dans les mois qui viennent comment ces dispositifs se mettent en place. alors ce qui est intéressant, parce qu'on voit, ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder un peu les faits, les chiffres. Vous prévalez un peu vous dites que 70% des différences se soldent par un accord entre les parties. Donc on est d'accord, il y a donc les deux parties plus vous. Ouais. Et quand on parle on peut parler de succès, néanmoins, ça ne veut pas dire que il y a forcément une partie qui va prendre le dessus sur l'autre, ce qui est toujours compliqué en fait dans la médiation. Mais c'est toujours chercher le compromis. Et 70%, au final, c'est quand même un chiffre quand même plutôt très honorable. Tout à fait. En fait, l'intérêt, c'est non seulement d'aboutir à un accord, mais tout autant de ne pas se fâcher. Nous, notre objectif, c'est tout autant, bien évidemment, d'accompagner les différents, mais c'est surtout, quand c'est opportun, bien évidemment, et quand il y a lieu, notre objectif, c'est de maintenir la relation. Parce que, bien évidemment, la récurrence des relations d'affaires font que, quand il y a une différence, ce n'est pas évident du tout d'aborder une tension vis-à-vis de son client, par exemple. Donc, on est là justement, on a un savoir-faire pour pouvoir accompagner ce différent, mais aussi s'assurer que la relation elle est bien apaisée. Le conflit est bien purgé, entre guillemets. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on fait ça tout autant pour les acteurs privés que pour les acteurs publics. On a à peu près un tiers de nos médiations qui est lié à des acteurs publics. Donc là, pendant la crise Covid, le pourcentage a un peu diminué, mais je présume que cette année, on va retrouver des chiffres si les conditions économiques redeviennent bien dynamiques comme elles le montrent ces derniers mois, je pense qu'on va avoir de nouveau des métriques à peu près similaires. Mais c'est bon à savoir parce qu'on sait que côté public, souvent, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, c'est-à-dire que c'est l'État, souvent, qui paye très, très en retard aussi. Donc, ça peut être aussi quelque chose, votre rôle Alors, va être aussi intéressant à ce niveau-là, peut-être. alors les choses ont beaucoup évolué, hein, très franchement, sur les conditions de paiement des acteurs publics. Alors là, Ouais. je suis pas, je pourrais pas mettre des métriques très très précises. Moi, par exemple, je peux t'évoquer l'Observatoire des délais sur les délais de paiement qui suit ça de manière très très spécifique et qui montre notamment les remarquables progrès des acteurs publics en termes de conditions de paiement ces dernières années. Et des outils comme Chorus, par exemple, ont pas mal aidé à diminuer aussi ces délais de paiement, plus les process de plus en plus serrés qui se mettent en place.
Ok, donc on va vers le mieux parce que c'est vrai que pendant des années, on disait souvent que les collectivités sur les appels d'offres ou l'État bah, payaient un peu en retard, mais finalement, j'ai l'impression que ça va vers le mieux, quoi. Donc, il ne faut pas Ça va hésiter. très, très Voilà. net, tout à fait, ça va très, très nettement vers le mieux. Alors évidemment, ça ne recouvre pas les situations individuelles et les différends et les tensions qu'on connaît nous-mêmes en médiation, mais les statistiques sont là, elles sont très, très nettes. Ouais, tout à fait. Bon, merci Nicolas. La transition est trouvée pour parler justement de l'allongement des délais de paiement, de ce qui se passe un peu en ce moment. Vous voyez, vous, certainement, Denis chez Arc, et puis Alexandre aussi. Qu'est-ce que comment vous voyez les choses avec vos clients? Comment ça se passe quand vos clients viennent vous Alors, voir? il y a- Quels sont les griefs, en fait, les principaux griefs qu'ils viennent énoncer chez vous? alors, moi, je vais prendre, pour compléter ce que disait Nicolas, ce qui est très intéressant, c'est les chiffres de notre baromètre que l'on réalise chaque année avec l'IFOP, et nous interrogeons 500 entreprises, toutes les plus grandes entreprises. Et il ressort sur l'année 2021 un allongement des délais de paiement, en général, hein, un retard de paiement moyen de plus de 2 jours, avec une spécificité, un allongement supérieur pour les grandes entreprises, qui a pu être la conséquence d'une désorganisation due au télétravail, notamment des factures qui s'égaraient. Alors maintenant, elles sont dématérialisées, elles n'arrivent plus par courrier, mais elles se perdent dans les boîtes mail. Et ça, toutes les entreprises, et même chez nos clients, l'ont vécu, hein, l'égarement des factures, et puis un manque de moyens pour traiter ces factures en interne du fait du non-accès à certains outils du fait du télétravail. Et donc, ce qui fait que 23% aujourd'hui des entreprises allongent les délais de paiement pour répondre à leurs besoins en trésorerie. Sur l'aspect public, c'est très intéressant parce que effectivement, on note une grande disparité. Et il ressort que pour 75% des entreprises, il n'y a pas d'évolution réelle, même si on a une amélioration, comme le disait Nicolas, de certains secteurs publics, hein, qui ont notamment les ministères, et beaucoup ont réduit les délais de paiement. On note une grande disparité, notamment dans les collectivités territoriales, les collectivités locales, où pour certaines, vous avez l'excellence. Je pense à la ville de Boulogne-Billancourt qui a été mise en exergue lors des dernières assises des délais de paiement. Et puis, vous avez d'autres, et on le voit au travers de certains dossiers, mais d'autres collectivités territoriales qui ont des délais de paiement supérieurs à 400 jours. Voilà. Il ressort aujourd'hui qu'il y a une réelle crainte pour les PME de répondre aux appels d'offres du secteur public. Et notre baromètre, il ressort de notre baromètre que 53% des entreprises, des PME, ne répondent pas aux appels d'offres du secteur public de peur de ne pas être payées dans les délais. Donc, on est dans une situation qui est quand même assez paradoxale, puisque les entreprises qui ont besoin le tissu local ne répondent pas aux appels d'offres du secteur public de peur de ne pas être payées dans les délais. Et côté privé, comment ça se passe? Parce que On a eu il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été réalisés en 2020. Est-ce que finalement les mauvaises habitudes reviennent ou On a eu un allongement des délais de paiement. Alors, dans le privé, il y a eu un effet paradoxal, et on l'a vu, ça a été souligné d'ailleurs par le ministère des Finances dès la mise en place, enfin dès avril, le printemps, l'été 2020, où vous avez de grandes entreprises qui ont été très vertueuses et qui ont réduit leur délai de paiement pour favoriser leurs partenaires, pour soutenir leurs partenaires au moment de la mise en place du PGE, avant que le PGE ait été mis en place. Il y a vraiment eu un soutien massif des entreprises, de certaines entreprises, et puis d'autres qui ont profité de cette situation pour se créer un trésor de guerre et stopper tout paiement. Donc, une très grande disparité. Et sur 2021, on constate un allongement moyen du retard de paiement. et côté assureur crédit aujourd'hui, comment ça se passe ces relations? Elles sont plutôt stabilisées? Est-ce que
Parce qu'il y a eu pas mal de désengagements en 2020. Ah, Il y avait... si vous voulez, les assureurs ont été particulièrement soutenus par le ministère des Ouais, Finances, massivement, avec des dispositifs qui avaient été mis en place en 2008, qui ont été réactivés très rapidement d'ailleurs, on peut le souligner, dès la crise, le début de la crise, le gouvernement a très rapidement sorti ces dispositifs qui avaient très bien fonctionné en 2008-2009, les CAP, CAP+, et ça a été rapidement mis en place. Néanmoins, on peut remarquer un soutien mesuré des assureurs crédits. avec l'augmentation des coûts, effectivement aussi peut-être. Avec une augmentation des Ouais. coûts, avec une restriction des garanties à apporter, notamment aux entreprises situées dans des secteurs plus fragilisés. Et on a aujourd'hui un marché qui est relativement fragilisé. Beaucoup d'entreprises n'ont aujourd'hui plus de garantie des assureurs crédits, ne disposent plus de garantie des assureurs crédits. Quelles sont vos craintes là aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on avait parlé du PGE à l'époque où on avait préparé ce webinaire, des premières échéances de remboursement. Aujourd'hui, on voit que le gouvernement a un peu converti un peu cette trésorerie. Aujourd'hui, c'est quasiment devenu des quasi-fonds propres. On peut dire ça, puisqu'il allonge aujourd'hui les délais de remboursement. Enfin, pour un Euh, expert comptable, ce ne sont pas des fonds propres, ça restera un prêt. Et la ouais, crainte, c'est qu'une entreprise qui aujourd'hui et on le voit, beaucoup d'entreprises ont utilisé la totalité ou quasiment la totalité de leur PGE, et elles rencontrent des grandes difficultés pour obtenir un financement de leurs besoins en trésorerie. On est dans une phase de reprise économique absolument importante, et les entreprises ont besoin de cash pour financer ce besoin de développement ce besoin de développement de leur activité. Elles ont, pour certaines, je parle encore pour celles oui. qui ont absorbé leur PGE, celles qui n'ont pas utilisé leur PGE, pour lesquelles les entreprises qui ont choisi un PGE de confort et qui ont gardé 99% de leur PGE, le souci ne se pose pas. Par contre, les entreprises qui ont utilisé leur PGE, toute partie de leur PGE, aujourd'hui rencontrent des difficultés pour financer leur trésorerie, leurs besoins en trésorerie. Oui, au moment, il faut relancer très fort. Il faut relancer très fort parce qu'effectivement, la reprise est là. Et ça veut dire qu'il faut s'endetter encore plus et ça devient très difficile Il faut pour elle. pouvoir s'endetter et pouvoir s'endetter. Ouais. Parce que les banques, la ligne PGE n'est pas une ligne de fonds propres, c'est une ligne de Mais prêt. oui, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus dévoyé au final. Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des remboursements de 7 à 8 ans, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Oui, mais c'est un Mais prêt qui bon, est. Et ouais. même si la disposition a été prise d'étaler le paiement, c'est très bien. Moi, je suis tout à fait favorable. Mais je crois qu'il faudra quand même le rembourser. Très bien. Alexandre, pour reprendre un peu les fondamentaux aujourd'hui, pour éviter les impayés, tu avais fait, on en avait discuté, trois constats. Trois constats sur une étude que tu avais menée. Alors, je ne sais plus si c'est récent, je crois que oui. Est-ce que tu peux Ah, nous expliquer un peu ces constats que toi tu as relevés, toi, auprès de tes alors, clients? c'est une étude qui avait été menée avec le médiateur des entreprises, Monsieur Ça Pierre tombe bien. Pelouzet, et aussi donc représenté par Nicolas Mort. Le constat, en fait, à partir d'un postulat, c'est qu'en France, une facture sur deux a un retard de paiement. Une facture sur deux est payée en retard en France. Et la première raison de non-paiement d'une facture, c'est parce qu'on ne relance pas le client. Ça paraît bête, mais c'est la première raison de non-paiement d'une facture. La deuxième raison de non-paiement d'une facture, c'est parce qu'il y a un litige. Alors, par litige, il faut peut-être aussi préciser quelle est la définition de litige. Parce qu'un litige, ce n'est pas forcément aller au contentieux, mais ça peut être, par exemple, un mauvais numéro de PO sur la facture. Parce qu'on n'a pas les bonnes informations sur la facture, le client ne va pas payer la facture pour telle et telle raison. Ça peut être effectivement un litige, j'ai livré une palette, il n'y a pas le bon poids, il y a des produits périmés, le service n'est pas rendu, etc. Litige d'ordre commercial. Et avant donc que le litige soit concrétisé et aille, on va dire, à l'étape supérieure, donc jusqu'à l'étape, on va dire, médiateur des entreprises, le but du jeu, c'est aussi de réduire cette part-là. Quand on va coupler cette information à une autre information assez intéressante, c'est qu'une facture qui a un retard moyen de paiement supérieur à 30 jours a 6 fois plus de risques de ne jamais être payé. Là, on tombe dans la bad dette, c'est vraiment c'est de la perte et c'est quelque chose de catastrophique. Une autre information que j'ai pu trouver, qu'on a menée grâce c'est encore une fois avec M. Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, qui date d'il y a un an, c'est que
pendant la crise, la pandémie a créé beaucoup de retards de paiement. Ça a été un vrai accélérateur pour les entreprises comme SideTrade. Mais malheureusement, ces retards de paiement ont tué entre 30 et 40 entreprises par jour pendant la pandémie, notamment liés à ces retards de paiement, liés à des PGE, comme le disait Denis, qui ne peuvent pas être remboursés. Et à un moment donné, on s'écroule, on s'endette et on s'écroule. Donc ça, c'est le constat. Ce qu'on a pu voir, nous, en 2021, c'est qu'il y a eu un vrai pic, en fait, suite à l'annonce de la pandémie par le gouvernement. Il y a eu un vrai pic où les retards de paiement ont été multipliés par 2 avant de redescendre au niveau de… Après l'été, c'est globalement redescendu pour revenir à peu près au niveau pré-pandémie. Le niveau pré-pandémique n'était pas non plus tout beau, tout rose, hein, j'ai envie de dire. Et donc, ça reste… je pense que Denis a évoqué un mot-clé qui est cash. Je pense que le cash est vraiment rentré aussi dans les mœurs des gens. Et cash n'a jamais été aussi king qu'avant, j'ai envie de dire. D'où l'importance aussi de s'équiper, de bien relancer ses clients et de bien gérer les litiges, de bien maîtriser son poste client. Très bien, Denis, toi, tu confirmes? Tu confirmes ça? Oui, effectivement, diagnostic. il y a vraiment une crainte pour les entreprises de perdre leurs clients. Il y a une crainte de perdre le client. Et on le vit au quotidien. Entre le service commercial d'une entreprise qui a pour objectif de signer des contrats, de conserver les clients, et la direction financière qui a pour objectif de recouvrer et d'obtenir le cash le plus rapidement possible à l'échéance, eh bien, il y a quelquefois une ambiguïté, voire un désaccord. Alors, effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne relancent pas leurs clients grands comptes, notamment leurs clients grands comptes. On a un chiffre qui est édifiant, c'est que pour 92% d'entre elles, de peur de perdre le client et de peur de perdre des parts de marché. Et il y a quand même un autre chiffre qui est assez, qui ressort de notre baromètre, c'est que 74% des entreprises ne réclament pas les frais de relance. Encore une fois, ne réclament pas les frais de relance. Pourquoi ? Parce qu'elles craignent d'entacher les relations qu'elles ont avec leurs clients, et notamment leurs clients grands comptes. On est face à un vrai rapport de force, si vous voulez. Et en France, on a beaucoup plus de PME ou de grandes PME ou de petites ETI que des grandes ETI et des clients des grandes entreprises. Donc, il y a un réel rapport de force qui s'instaure dans les entreprises, mais quelquefois entre les grandes entreprises et les PME, mais quelquefois entre les PME entre elles, un réel rapport de force qui fait qu'on est tétanisé, les entreprises sont totalement tétanisées à l'idée d'aller réclamer le paiement de leur facture, de peur de perdre des parts de marché, de perdre le client, etc. Et même à l'intérieur de l'entreprise, il y a une pression du service commercial qui fait que les gens chargés de la relance sont tétanisés, craignent de perdre des clients. Et pour vous, il faut l'engager, ce rapport de force? Il ne faut pas hésiter à l'engager, c'est-à-dire que finalement, ça peut se faire aussi de manière très fair-play. En fait, oui, il faut toujours rester fair-play, bien sûr, mais de réclamer, on le voit dans l'expérience que nous avons au sein du cabinet ARC avec nos clients, le fait de réclamer les frais de relance que l'on fait avec l'accord de nos clients, bien sûr, c'est quasiment systématiquement. Rien que le réclamer, c'est déjà une première démarche. Et puis, dans bien des cas, ils sont réglés. Et la crainte qui était de perdre le client n'est pas fondée parce qu'effectivement, lorsqu'on réclame le paiement d'une facture alors que la prestation a été effectuée, on n'a pas à rougir de réclamer son paiement. Alors justement, j'ai une question à ce propos de Aude Lanier. Peut-on demander à son client les frais liés à un passage à la facturage en cas de délai très important? Alors, on va en parler de la facturage, donc je laisse la question pour tout à l'heure, on en reparlera. Peut-être parler justement des solutions, justement que vous proposiez. Alors, la facturage, effectivement, on l'avait mis au sommaire parce que c'est la facturage inversé, parce que c'est une méthode qui date maintenant d'il y a un petit moment, mais qui a connu un peu, qui s'est démocratisée depuis 2-3 ans. Déjà, peut-être repréciser la facturage. Je sais que le médiateur des entreprises en a fait pas mal la promotion ces derniers temps. Est-ce que Nicolas, tu peux nous en parler? Puis après, je passerai la parole à Denis pour nous expliquer un peu plus le fonctionnement de la facturage. Alors,
ce sur quoi le médiateur a été missionné, c'est un type d'affacturage justement qui semble aller dans un sens probablement plus intéressant pour l'ensemble des parties à côté des dispositifs d'affacturage traditionnels que vous connaissez. Ce sur quoi nous sommes en train de travailler, c'est un nouveau dispositif qui fonctionne sur un principe que nous avons qualifié de paiement fournisseur anticipé, qui est en fait un affacturage inversé collaboratif. C'est-à-dire que ce nouveau dispositif pourrait présenter un intérêt pour chacune des parties, dans le sens où les trois parties, donc le facteur, le client et les fournisseurs, ou les clients et les fournisseurs, ils trouvent leur compte. Le principe de l'affacturage inversé collaboratif, c'est que le facteur va avoir un contrat avec le client, le grand donneur d'ordre, et que donc de ce fait, le risque pour le facteur ne va pas être celui des fournisseurs. Les fournisseurs, s'ils sont plus petits, le coût peut être plus élevé. Là, le coût est moindre parce que le facteur prend son risque sur le grand donneur d'ordre, donc la grande entreprise, le grand acteur public. Et deuxièmement, l'aspect collaboratif est introduit par la possibilité pour la PME de choisir les factures sur lesquelles elle va appliquer ce dispositif. Donc, taux plus faible, risque moins élevé et capacité pour la PME ou le fournisseur plus largement de mettre en place pour chaque facture, en fonction de ses besoins de trésor, le dispositif. Donc, ça en est assez tout début. On est en train de promouvoir ce dispositif, tant du côté des acteurs publics que des acteurs privés. Et donc, pour nous qui sommes là aussi pour renforcer justement les entreprises et aider à renforcer les liens de confiance entre les acteurs économiques, c'est pour nous un dispositif tout à fait complémentaire, opportun par rapport aux dispositifs qui existent. D'accord, très bien. Donc, c'est un dispositif, effectivement, qui peut fonctionner dans certains cas, qui n'est pas de l'affacturage inversé pur, mais collaboratif, comme vous dites, où on peut choisir en fait les différents contrats qu'on souhaite mettre dans la balance, c'est ça? Absolument. Denis, toi, ton avis sur l'affacturage, déjà, ce qu'on avait discuté, l'affacturage, et on va venir à la question qu'a posée Otlani. C'est bien, mais c'est coûteux. C'est coûteux, en fait, à mettre en place. Il ne faut pas oublier que derrière, il faut quand même récupérer la facture. Ça complète exactement ce que l'on vient de dire. C'est-à-dire que certaines entreprises ont souscrit des PGE qu'elles vont rembourser sur le long terme. Aujourd'hui, un des seuls moyens de financement sera l'affacturage. Donc, de ce que vient d'expliquer Nicolas, c'est très intéressant, l'affacturage inversé. Et c'est développé en Allemagne depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est vraiment, ça apporte une trésorerie, le besoin en trésorerie est complété. C'est très, 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 très intéressant. C'est un moyen de financement qui est très intéressant. Seulement, il faut distinguer les entreprises qui ont besoin de trésorerie avec une solvabilité importante et souvent des TPE et des PME qui sont en fragilité financière, très grande fragilité financière, et qui ne seront pas éligibles à l'affacturage inversé, puisque l'affacturage inversé nécessite d'avoir une solvabilité suffisamment pertinente pour pouvoir être mise en place. Donc là, si vous voulez, on peut réfléchir je pense une PME peut réfléchir à mettre en place une stratégie d'affacturage inversé dès lors qu'elle est éligible au processus. Et moi, je trouve ça absolument pertinent. L'autre sujet, ce sont les entreprises pour lesquelles elles ne sont pas éligibles à cet affacturage inversé, qui ont besoin d'un affacturage classique. L'affacturage classique, c'est une souscription d'un financement auprès d'une société d'affacturage. Et là, effectivement, c'est relativement coûteux. C'est relativement coûteux. Et bien souvent, on sort de notre baromètre que 84% des entreprises estiment le dispositif trop coûteux, mais effectivement, on le voit trop souvent. Et sur le terrain, on voit que des entreprises, malheureusement, leur marge bénéficiaire est absorbée par l'affacturage, par le coût de l'affacturage.
Et donc, bien distinguer aujourd'hui la facturage de la facturage inversé. Tu peux juste, pour les personnes qui ne connaissent pas très très bien un peu la facturage Bah, inversé, Nicolas l'a expliquer expliqué, moi je pense vraiment. qu'il Ouais. peut le réexpliquer, mais la facturage inversé est un mécanisme qui est présent, à mon sens, pour les entreprises éligibles, a vraiment un intérêt majeur. Alors, par rapport à la question d'Aude Lanier, qui effectivement a dû faire appel à la facturage, j'imagine. Est-ce qu'on peut demander justement à son client les frais liés au passage à la facturage si par exemple elle ne respecte pas ses délais? C'est A difficile a priori, a posteriori. priori, c'est compliqué. Des dispositions sont déjà prises avec notamment les 40 € par facture, par retard, de retard par facture, et puis des intérêts qui sont prévus, qui peuvent être prévus au contrat. Mais a posteriori, on ne peut pas imposer des frais, sauf si le client l'accepte. On ne peut pas imposer des frais à son client sans son accord. Alors, quel est le danger finalement numéro un de la facturage? C'est de penser qu'en fait, on peut avoir de la trésor tout de suite, mais en se disant, on verra plus tard. Le vrai danger de la facturage, c'est effectivement, et on le voit plus dans les TPE et les petites PME, c'est de disposer d'une trésorerie immédiate qui laisse augurer qu'on n'a pas besoin de relancer les factures. Et ça, c'est le piège. Ouais. Parce que là, il faut absolument relancer ces factures, avoir tout un dispositif en amont, avant l'échéance, l'outil nécessaire pour pouvoir relancer les factures en amont et se faire payer à l'échéance, même si on dispose d'une trésorerie pléthorique qui est assez artificielle, puisque c'est avant tout un avantage, c'est avant tout une avance sur trésorerie. Et il faut absolument veiller à… Quand on sait aujourd'hui, on voit au travers que 75% des litiges sont des litiges non fondés, qui visent simplement à se soustraire à un délai de paiement. Donc, aujourd'hui, chaque entreprise qui émet une facture doit s'assurer que cette facture est relancée dès l'émission de cette facture, 10 jours, 15 jours avant l'échéance, pour qu'on détecte ce litige, on anticipe, on traite le litige et on puisse être payé à l'échéance. C'est fondamental, c'est essentiel. Et qui est Très facturé bien. ou pas d'ailleurs. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions, hein, je ne l'ai pas mentionné. Si vous avez des questions comme ça qui vous viennent, moi, je suis là pour les prendre. Alors, justement, c'est une question d'Athénée de Lime qui nous dit, à partir du moment où le facteur rachète la facture, est-ce que c'est au facteur de relancer sur le paiement? Tout dépendra si vous avez un dispositif d'assurance crédit ou pas. Si la facture, si le client est garanti, ça peut rentrer dans le cadre de la garantie. Cette facture pourra être garantie s'il y a derrière ce fameux dispositif d'assurance crédit. Par contre, s'il n'y a pas de dispositif d'assurance crédit, eh bien, cette facture sera, au terme d'un délai de 90-120 jours, sera débitée et reviendra sur les comptes de l'entreprise. Le facteur ne relancera plus cette facture. Donc, n'hésitez pas, Athénée, si vous voulez rebondir là-dessus. On pourra vous donner la parole un peu plus tard. L'assurance crédit est-elle par défaut ou bien a-t-elle un coût supplémentaire? Ah, mais un coût supplémentaire. Là, Rien n'est gratuit dans ce monde. ah oui, voilà. Là, en général… Qui est un coût d'ailleurs, on va dire, substantiel. C'est un coût substantiel et ce n'est pas parce que vous souscrivez un contrat d'assurance crédit que votre client va être garanti, parce qu'encore faut-il que ce client soit suffisamment solvable pour être garanti. Et donc, c'est un dispositif qui n'est pas garanti. Donc, l'essentiel avant tout, c'est de s'assurer de la solvabilité de ses futurs partenaires ou de ses partenaires, et du suivi de la solvabilité de ses partenaires. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la facturage inversé a de l'avenir? Nicolas, oui, visiblement. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi des vrais dangers, puisqu'on se souvient, pour ceux qui connaissent, qui ont suivi l'actualité, du scandale de la société britannique Greensill,
qui a été contrainte de déposer le bilan. Alors, c'est exceptionnel, hein, on est dans d'autres galaxies, ce sont de grands groupes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des risques à mettre en place une stratégie d'affacturage inversé? Est-ce que, par exemple, une PME, pour une PME, c'est-à-dire avec un effectif, par exemple, de 200-250 salariés, pourrait mettre en place ce système-là? En fait, le dispositif, donc encore une fois, nous, ce que nous promouvons, comme je disais, c'est collaboratif. C'est-à-dire qu'il y a un vrai dialogue qui se crée entre le client et les fournisseurs. C'est un point clé. Hein. Pouvoir choisir pour le fournisseur les factures sur lesquelles il va utiliser le dispositif permet de créer une dynamique positive pour l'ensemble des trois acteurs. Ensuite, aujourd'hui, c'est plutôt effectivement dans une perspective de grands groupes hein, que ça commence à être mis en place, mais on pense que progressivement, que ce soit du côté des collectivités ou du côté des entreprises de taille intermédiaire, le dispositif présente des intérêts. Pour nous, ça s'inscrit dans un contexte qui est plus global, qui est celui du renforcement des liens de confiance entre les acteurs économiques. Je voudrais juste en profiter pour vous dire que pour nous, ce genre de dispositif s'inscrit plus largement dans des manières de faire des relations d'affaires de manière plus responsable. Et à côté de ces dispositifs comme l'affacturage inversé collaboratif, on met en place des dispositifs de bonnes pratiques d'achat entre clients et fournisseurs à travers, par exemple, des chartes, des labels, charte relations fournisseurs et achats responsables, label relations fournisseurs et achats responsables, dans lesquels, notamment, à travers ces dispositifs dans lesquels les acteurs publics et privés s'engagent bien évidemment librement, et qu'on a co-construit avec le Conseil national des achats, travaillent notamment de manière proactive sur l'amélioration de leurs conditions de paiement. Et donc, quand vous travaillez avec des entreprises ou des acteurs publics qui sont signataires de la charte relations fournisseurs responsables ou qui sont évalués et qui ont obtenu le label relations fournisseurs et achats responsables, vous avez là également des informations, des indices, des éléments qui vont vous permettre de vous dire tiens, ça va a priori plutôt bien se passer avec cet acteur parce qu'il a effectivement pris en compte cette logique d'écosystème avec lequel il souhaite s'engager de manière volontaire. Donc, pour vous répondre, il y a à la fois ces dispositifs sur l'affacturage inversé collaboratif qui présentent des potentiels. Il y a aussi le comportement plus global des acteurs économiques, qu'ils soient privés ou publics, qui sont aussi des indices de confiance par rapport à ce dont on parlait précédemment sur l'évaluation de tel ou tel client potentiel ou partenaire potentiel. Merci, c'est très intéressant, effectivement. Et justement, Thierry Bjarnes plutôt, qui me pose une question. Quel est l'intérêt de l'affacturage si l'on s'adresse qu'à des clients dû croire et qu'en cas d'impayé, nous sommes rédhibités? Alors, peut-être on reprendra la question peut-être à la fin, parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Et on reviendra sur l'affacturage parce qu'il y a pas mal de questions. Mais on prendra 10 minutes pour répondre à vos questions. Mais on va passer. Sur l'affacturage, là, Ouais. Ce qu'il faut, c'est déterminer l'intérêt de l'entreprise. L'intérêt de l'entreprise, comme le disait Nicolas, sur des grands comptes, des grandes entreprises, des grandes ETI, des ETI, etc. Les dispositifs d'optimisation financière. Certaines entreprises ont plus intérêt à rechercher l'argent du marché qu'à toucher à une trésorerie qui est bien rémunérée, bien placée, bien organisée, ou un trésor de guerre que les groupes souhaitent conserver. Donc là, il y a vraiment une stratégie fondamentale d'optimisation financière et l'affacturage inversé, et des plus grandes entreprises mondiales utilisent l'affacturage inversé, et certaines exerçant en France une grande activité utilisent l'affacturage inversé parce qu'elles y trouvent un intérêt financier. Ensuite, vous avez le quotidien des TPE, des PME qui ne sont pas éligibles à ce dispositif et qui doivent regarder leur intérêt. Est-ce qu'elles ont intérêt ou pas à utiliser l'affacturage? L'affacturage ne peut être utilisé que lorsqu'on a un besoin imminent, rapide de trésorerie. Parce que le coût est
Et là, il y a un coût qui absorbe une partie ou une totalité de la marge bénéficiaire. Je parle pour les entreprises qui ont des marges faibles. Après, les entreprises qui ont des marges plus importantes peuvent peut-être l'utiliser comme une trésorerie de confort. Mais vous avez un grand nombre d'entreprises pour lesquelles le facturage absorbe une totalité de la marge. Donc, le coût, il ressort de notre baromètre, encore une fois, 84% des entreprises estiment que c'est très coûteux. Donc, le coût est là. Mais une entreprise qui a besoin de trésorerie pour pouvoir assurer le paiement de ses salariés et le paiement de ses fournisseurs, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la facturage lorsque le banquier refuse d'autres moyens de financement. Donc, c'est quasiment un passage obligé pour certaines entreprises. Mais lorsqu'on a la solution de pouvoir, et la question de la personne, là, lorsqu'on a une autre solution que d'utiliser la facturage, je pense qu'on peut déjà l'explorer. Alors, la question justement de Thierry Biarnès qui a reprécisé, parce que je ne suis pas dans le jargon en fait, dit quel est l'intérêt de la facturage si l'on ne s'adresse qu'à des clients, donc du croire, qui veut dire en fait reconnus comme solvables, donc des clients solvables, et en cas d'impayé, nous sommes redébités. En fait, quel est l'intérêt de la facturage si l'on ne s'adresse qu'à des clients qui sont solvables, qui sont donc avec des bonnes capacités de remboursement? Je dirais qu'une entreprise qui a suffisamment de trésorerie, il n'y en a aucun. Et pareil, une entreprise… Ça peut arriver à tout le monde en fait. Comment ? Oui. Voilà. Et une entreprise qui a besoin de trésorerie pour pouvoir régler et payer ses salariés en fin de mois et ses fournisseurs, parce que sinon, sa note assurance, parce que c'est une chaîne, si vous voulez. Hein. L'entreprise ne règle pas ses fournisseurs, donc sa note assurance crédit est dégradée. Étant donné qu'elle n'a pas payé ses fournisseurs dans les délais, sa note assurance crédit est dégradée. Sa note assurance crédit est dégradée, donc elle a moins accès au financement. Enfin bon, il faut éviter de rentrer dans cette spirale. Donc, si le facturage peut permettre de payer des salariés, des fournisseurs dans les délais pour éviter d'avoir des dégradations de la note d'assurance crédit ou une note dégradée, eh bien, c'est une piste qu'il faut explorer. Mais elle aura un coût important. Et pour finir sur la facturage, on pourra revenir peut-être après sur les questions-réponses, le facteur ne vérifie-t-il pas la solvabilité avant d'accepter une facture? Lorsque le facteur vérifie ou pas la solvabilité de… Lorsque la facture lorsque le compte est garanti par un assureur crédit, elle est non seulement vérifiée, mais l'encours est limité. Donc, on ne peut pas céder X millions de factures si l'entreprise ne présente pas suffisamment de solvabilité. Très bien. Alors finalement, on voit bien que tout est lié. Hein. Et ça amène sur la quatrième problématique, qui est un peu l'impact du digital aujourd'hui sur le recouvrement, sur les méthodes de recouvrement. Et donc, du coup, on voit que le point commun de tout ça, c'est la connaissance en fait, du client et de ses clients. Et justement, je donnerai la parole à Alexandre Mimer pour expliquer ce que fait SiteTrade, parce que c'est intéressant que l'éditeur de logiciel est un peu venu un peu bouleverser tout ça et justement qui permet d'avoir une meilleure connaissance des clients pour savoir s'ils sont solvables ou pas. Et il a mis en place justement une plateforme, alors qu'ils appellent Order to Cash, pour justement mieux connaître tous ses fournisseurs et ses clients. Et justement, c'est un peu le point commun de ces échanges depuis le début. Donc, Alexandre, tu pourrais nous expliquer donc, ce que toi, tu fais au quotidien. Quel est l'impact aujourd'hui d'un éditeur de logiciel et la solution SiteTrade pour mieux connaître ses clients et pour relancer aussi ses clients, parce que comme on l'a vu, c'est très important aussi, pour avoir un suivi très rigoureux. Et peut-être nous parler un peu aussi également de vous, ce que vous mettez aussi à travers le bot AIMI, un peu d'intelligence artificielle pour, encore une fois, vous aider peut-être à y voir plus clair, à gérer ce poste client. Oui, merci Christophe. Alors effectivement, ça va faire écho à tout ce qui vient d'être dit là, pendant ces 45 premières minutes. Le factor, certes, vous pouvez utiliser un factor, mais quoi qu'il arrive, il faudra bien aussi que la facture, continue de la relancer et que cette dernière soit payée. Donc, le but du G, ça revient aussi aux chiffres que j'ai évoqués en début de séance. Comment relancer de manière plus efficace vos clients? Comment améliorer aussi, on parlait de satisfaction client tout à l'heure. Beaucoup d'entreprises ne souhaitent pas relancer les clients. C'est une expérience qu'ils vivent, en fait, qu'ils considèrent comme, on va dire, ingrate et donc va à l'encontre de la satisfaction client. Donc, côté SiteTrade, en quelques mots, qui on est, mais on est un éditeur de logiciels. Ça fait 22 ans qu'on existe. Notre siège social est à Boulogne-Billancourt.
Et 22 ans qu'on existe, ce qui fait qu'on a accumulé énormément de données, énormément de clients. Et ces data, on en fait bénéficier toute la communauté de nos clients. Je vais prendre une analogie très simple. C'est vraiment plutôt comme Waze. Vous avez, si vous voulez, la carte routière historiquement pour aller d'un point A à un point B, ou alors le GPS traditionnel sans data et donc figé, où vous n'allez pas forcément pouvoir anticiper les bouchons, etc. Ou alors vous avez justement les data, les informations, et vous avez le trafic en temps réel et vous allez d'un point A à un point B le plus rapidement qu'il soit en évitant les bouchons. C'est vraiment ça la philosophie de SiteRed. On a cette data, on a les data de tous nos clients et également des clients de nos clients, ce qui fait qu'on connaît le comportement de paiement de tous nos clients et qui va vous permettre, si vous voulez, de pouvoir relancer le client de la meilleure des façons qui soit, sur le meilleur canal, au meilleur moment. Et tout ça, toujours dans le même but, gagner, en fait, réduire vos délais de paiement, réduire vos retards de paiement et améliorer la productivité. Et ça a un impact sur la satisfaction client également. Je pense à un de nos clients qui est Nespresso, par exemple. Nespresso qui, eux, ont cette image un petit peu premium. Et ils ne souhaitaient pas relancer leurs clients au départ. Vous pourrez voir sur YouTube, il y a des vidéos, se taper Nespresso SiteRed. Le CFO de l'époque en témoigne. Ils ont fait le choix de SiteRed pour pouvoir relancer leurs clients avec ce côté expérience extraordinaire en relançant, en fait, non pas 10 fois le client, mais une seule fois, sur le bon canal ou au bon moment. Et donc, le client est satisfait. Il n'est pas non plus relancé 10 fois, mais une seule fois. Donc ça, c'est un exemple assez concret. Comment c'est possible? On a toute cette data, et cette data, en complément de ça, Christophe, tu l'as mentionné, on a effectivement l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, c'est elle, on l'appelle chez nous Amy, c'est elle qui va justement vous faire une fameuse to-do list intelligente où les chargés de recouvrement ou également les commerciaux, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi cette fameuse diffusion de la culture cash, de casser les silos et de pouvoir naviguer à travers tous les différents silos de l'organisation pour relancer le client sur le meilleur canal au meilleur moment. Et donc, Amy va faire cette to-do list intelligente. Et donc, en gros, vous êtes dans votre voiture, vous n'avez qu'à conduire et suivre le fameux GPS. On va avoir une information pour vous donner des exemples assez concrets. Par exemple, les fenêtres de paiement des clients. On sait qu'en moyenne, un client paye toujours dans une fameuse fenêtre de paiement. Si je prends une société X, Y ou Z, on va avoir comme information qu'elle paye en moyenne entre le 15 et le 20 du mois, donc 90% des cas. Cette information va être remontée. Si on a cette information-là, ça ne sert à rien de faire une relance, que ce soit un appel, un email, un SMS ou quoi que ce soit, le 21 du mois. C'est trop tard, vous avez loupé la fenêtre de paiement. Donc, c'est une perte en termes de productivité et effectivement, il valait mieux anticiper cela. Donc ça, encore une fois, c'est l'intelligence artificielle au service de nos clients qui va pouvoir donner les meilleures actions de relance pour toujours la même chose, réduire les délais de paiement et améliorer la productivité. Ça a également un autre impact, c'est sur la gestion des litiges. On va pouvoir mieux les anticiper en faisant de la pré-relance, cette fameuse diffusion de la culture cash et casser les silos. On va pouvoir résoudre les litiges de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Souvenez-vous, le temps moyen de résolution d'un litige, une fois que ce dernier a été identifié, on parle de 44 jours en moyenne, donc c'est assez colossal. Voilà, on apporte des solutions, mais effectivement, le digital au service de nos clients sur ces aspects-là. De manière générale, et là je m'adresse à Alexandre et Denis, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que notamment les TPE-PME sont assez… combien vous estimez le pourcentage de TPE-PME qui ont introduit du digital, que ce soit par exemple dans l'automatisation de relance client? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est en plus avec les dématérialisations des factures, on va voir la signature électronique qui arrive. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a bien été compris aujourd'hui par les TPE-PME? En fait, TPE-PME, on parle de TPE-PME par rapport à un chiffre d'affaires. Et nous, la métrique, c'est plutôt le nombre de factures qui va être émise. À quel moment c'est intéressant? À quel moment c'est intéressant? À partir de combien de fournisseurs et par exemple, de prestataires, on peut considérer que c'est intéressant de mettre en place une solution digitale de relance? Oui, alors là, ça varie vraiment. Ensuite, il y a certaines factures qui sont plus ou moins complexes, on va dire. Une facture, ça peut être
des gros montants et donc avoir aussi des impacts significatifs. Les factures qui peuvent être, si toutes les factures que vous envoyez sont en litige, forcément, ça a aussi un impact beaucoup plus fort. Mais là-dessus, c'est le client qui va juger en fait de l'impact. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le retour sur investissement est extrêmement puissant, puisque un jour de retard de paiement, c'est tout de suite énormément de cash à l'extérieur. Et donc, ce cash peut être valorisé auprès des clients de manière assez significative. Donc, si jamais vous avez un volume de factures, donc Denis, tu as des chiffres sur le nombre de factures, on va dire, un peu clés avant qu'un client Oui, souhaite. effectivement, Christophe a oublié de le préciser, mais nous aussi, nous avons un outil permettant la gestion en amont des factures et de la gestion du poste client qui détermine effectivement, comme l'a dit Alexandre, avec les algorithmes, nous permet de programmer et d'organiser la gestion en amont avant l'échéance, la détection des litiges, avec les éléments essentiels que sont la solvabilité du débiteur, les éléments que nous avons de solvabilité mis à disposition par l'assurance crédit, ça nous permet d'anticiper et de prévoir, d'avoir des analyses prédictives de gestion avant l'échéance et puis ensuite après l'échéance. Alors, concernant les TPE et les PME, moi je dirais qu'une entreprise dont la viabilité est remise en cause par le non-respect des délais de paiement est éligible au dispositif. Il faut savoir que notre outil, on le plug en 3 jours. On reçoit les fichiers, 3 jours après, on est en mesure de pouvoir effectuer les premières relances, que ce soit par mail, par courrier, par téléphone. Nous disposons de personnes qui sont tout à fait en mesure de gérer le poste client lorsque l'entreprise n'a pas les ressources nécessaires en interne. Et aujourd'hui, on le mesure dans les TPE, dans les PME, mais aussi dans les grandes entreprises, où vous avez un manque de ressources, parce qu'on a eu du télétravail, parce qu'on a eu une désorganisation, parce qu'on a eu un retard, une accumulation de retard de gestion. Par exemple, là, nous avons été contactés par une entreprise qui a un retard de paiement de 900 millions d'euros. 900 millions d'euros qui sont en retard de paiement et c'est dû à une désorganisation. Enfin, ils estiment que c'est dû à une désorganisation. Donc, on parle de 900 millions d'euros, mais on peut avoir une TPE dont la vie qui s'approche du dépôt de bilan parce que simplement, personne n'a effectué les relances. Comme le disait Alexandre tout à l'heure, c'est essentiel d'effectuer les relances avant l'échéance, de détecter les litiges et les raisons du non-paiement. Ce qui ressort de notre baromètre, c'est qu'aujourd'hui, 44% des dirigeants sont sensibilisés à nos outils d'intelligence artificielle. Lorsque nous avons posé la question au travers de le sondage réalisé par l'IFOP, le retour, c'est 44% des dirigeants sont sensibilisés par ces outils qui sont mis à la disposition des entreprises pour gérer leur poste client. Alors, dans les pourcentages parce qu'on n'atteint pas une entreprise sur 2. Moi, je dirais que vous avez celles qui n'ont absolument pas besoin de trésorerie, qui ont déjà une organisation interne qui fonctionne très bien. Et on retrouve quelquefois dans des entreprises, notamment des entreprises familiales, où vous avez toute la famille qui est autour du poste client, parce que c'est essentiel pour eux. Le cash est vraiment essentiel. Donc, elles sont toutes autour du poste client, avec des relances, avec des fichiers Excel, et tout c'est pas optimisé, mais ça va bien. Quand on compare à une relance avec des outils Excel ou même les outils qui sont les outils du marché, les logiciels, les Oracle, les SAP, etc., au niveau de la relance purement technique, ces outils ne sont pas à la hauteur de ce que fait SideTrade ou ce que nous faisons, nous, avec notre outil. Ça, c'est évident. Mais aujourd'hui, moins d'une entreprise sur 2 est sensibilisée par ce sujet, alors que ça devrait être, à mon avis, la majorité des entreprises devraient être sensibilisées. Oui, je suis assez d'accord. Finalement, c'est un peu dur de répondre à la question, mais est-ce qu'il y a un budget, en gros moyen, de quel budget j'ai besoin finalement pour automatiser des tâches de recouvrement? Est-ce que ça dépend peut-être c'est un abonnement, c'est ça, des logiciels sur abonnement? Oui, c'est un abonnement. Je dirais qu'avec un abonnement de 300 € par mois, une TPE peut gérer son poste client. Et une PME avec un budget de 600 € peut gérer son poste client. Très bien. Alors, on approche de la fin. Finalement, s'il y avait un mantra aujourd'hui à retenir de tout ça, on en a parlé évidemment pendant presque une heure.
Donc, pour synthétiser un peu, qu'est-ce qu'une PME peut mettre en place aujourd'hui pour justement éviter, gérer mieux le risque client? On en a parlé peut-être en résumé, mais ne pas avoir peur d'engager ce rapport de force, d'avoir des outils comme le digital pour bien relancer et mieux connaître son client. Est-ce qu'il y a peut-être préconisé des solutions pour la facturage, mais peut-être essayer de faire une étude de faisabilité? Est-ce qu'il y a autre chose? Appeler le médiateur des entreprises, mais enfin ça, c'est s'il y a souvent des soucis. Je pense Alors, qu'il faut louer oui. le travail du médiateur des entreprises. Parce Oui, tout à fait. ils ont C'est fait pour un ça qu'on l'a excellent invité. travail. Ouais. Moi, on a en France des dispositifs qui fonctionnent très bien et il faut absolument louer le travail. Pierre Pelouzet a fait un travail exceptionnel avec Tout à toutes fait. ses équipes, hein, Nicolas, bien sûr, mais toutes les équipes ont fait un travail exceptionnel depuis et ces dernières années. Enfin, on peut se réjouir quand même d'avoir aujourd'hui, en prenant le ministère des Finances, hein, des dispositifs qui ont été actionnés très vite en 2020 avec un travail de fond. Et le médiateur a fait un travail de fond exceptionnel. Oui, même au niveau de Merci. l'assurance crédit, hein, avec, vous le parliez tout à l'heure, là, les caps là, qui ont été mis en place, Oui, là, ça a bien oui, oui. fonctionné. Le PGE, ça a été Bien sûr. ça a permis de sauvegarder l'emploi, enfin des PME, des entreprises, des TPE, enfin des grandes entreprises aussi, puis l'emploi surtout. Enfin, on peut se louer d'avoir des dispositifs. Un des dispositifs intéressants, on en parle peu, mais un des dispositifs qui a été mis en place, c'est aujourd'hui, parce qu'on le voit tous, hein, je pense qu'Alexandre et Nicolas aussi, on voit tous ces entreprises qui présentent une solvabilité, une assurance, qui ont des encours importants en assurance crédit, qui présentent une note de solvabilité, mais vraiment exceptionnelle. Sur toutes les bases de données, elles sont notées 18 sur 20 ou 20 sur 20. Enfin, et pourtant, elles ne respectent pas les délais de paiement. Donc, elles ont été sanctionnées, certaines ont été sanctionnées sévèrement, mais elles continuent à ne pas respecter les délais de paiement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que une des dispositions qui a été mise en place par le gouvernement, c'est d'intégrer dans la cotation FIBEN ce fameux critère de respect des délais de paiement. Alors, c'est certes sur les 3000 plus grandes entreprises, aujourd'hui, mais ça va certainement s'étendre. Et ça, c'est une disposition très intéressante parce qu'on va pouvoir déterminer, et ces entreprises sont doublement sanctionnées, elles ne respectent pas les délais de paiement, elles auront une dégradation de leur cotation FIBEN. Et ça, c'est très intéressant. Oui, et ça, il faut militer pour Alors, ça. pour répondre à votre Effectivement. question, Christophe, qui est pertinente, moi, j'aurais juste Oui, un élément majeur. Vous savez que le cabinet ARC, on fait bien sûr de la gestion de postes clients avant échéance, mais en marque blanche, mais aussi on fait du recouvrement amiable et judiciaire. On fait beaucoup de judiciaire. Et moi, le message que je souhaite faire passer, c'est aux entreprises, que ce soit la TPE ou la multinationale, signer un contrat, verbaliser tous les engagements, signer des contrats, signer des devis, avant de formaliser une relation, une entrée en relation contractuelle. C'est essentiel de signer les contrats. Un contrat, ça doit être signé et paraphé aussi. On doit le parapher et on doit le signer. Alors, je donne peut-être l'impression d'ouvrir une porte ouverte, mais je vous assure, le nombre d'entreprises, que ce soit des TPE, encore récemment, là, on a vu une entreprise qui aujourd'hui représente en France près de 10 milliards de chiffre d'affaires, signer un contrat avec une clause d'arbitrage en Suisse, avec le droit applicable, c'est le droit chinois. Donc là, vous avez des discussions entre les juristes dans la négociation des contrats. Donc, on va partir en Suisse devant une clause d'arbitrage avec du droit applicable chinois. Donc, on est face à quelquefois des situations ubuesques. Donc, surtout formaliser, et puis la TPE et la PME qui réalisent les travaux sans avoir ni un bon de commande, ni un devis signé. c'est ce que disait Alexandre notamment, c'est à propos des litiges, en fait. Ces litiges, c'est souvent de Il n'y a même plus de forme. litige là, parce que il n'y a même pas de litige là, malheureusement, parce que comme le contrat n'est pas signé. Alors, je vais prendre juste une question pour Nicolas. C'est une question que je voulais poser, puisqu'on arrive à la fin. Comment, de manière pragmatique, on saisit le médiateur aujourd'hui? Comment ça se passe? Alors c'est très simple. Notre dispositif est basé sur une saisine sur Internet. Donc, médiateur-d-entreprise.fr, donc vraiment très très simple. Et vous avez en fait deux boutons.
Vous avez le premier qui est nous saisir directement, et là, vous êtes sous 7 jours contacté par un médiateur de manière confidentielle. Ou sinon, vous voulez juste dialoguer, comprendre, parce que vous dites je ne sais pas trop, etc. Et donc, vous pouvez juste simplement nous écrire, et un interlocuteur chez nous, ce qu'on appelle le pôle sollicitation, va vous écouter par rapport à votre problématique, et voilà, et vous répondre de manière informelle. Donc, on a vraiment mis en place des dispositifs pour vous accompagner, tout simplement. Je voudrais rebondir aussi sur les éléments clés. Je crois qu'il ne faut pas hésiter de dialoguer, vraiment. On l'a dit tout au long et ensemble au cours de cette heure. Moi, j'ai encore des personnes qui aujourd'hui nous saisissent à la médiation, qui n'ont même pas osé aller voir l'autre partie pour dire il y a un problème quand même. Donc, je pense que toutes les étapes préalables de dialogue et d'aller au contact sont nécessaires pour pouvoir effectivement faire valoir tout simplement ce qui est légitime par rapport à votre attente vis-à-vis d'une prestation qui a été faite. Et je rejoins également ce que disait Denis sur ne sous-estimez pas effectivement le rôle du verbal. Nous, on a aussi beaucoup de médiation où je t'ai dit, tu m'as dit, etc. Et ça, après, évidemment, c'est très, très compliqué. Donc voilà, médiateur-d-entreprise.fr. C'est un dispositif gratuit à disposition de tout acteur économique, quelle que soit sa taille. Et nous serons ravis de pouvoir vous accompagner en toute neutralité, parce que on ne l'a pas dit aussi, quelquefois, on a l'impression qu'on a tout bien fait, puis peut-être que quelque part, l'autre interlocuteur aussi a des interrogations, des difficultés. Dans ces cas-là, on accompagne bien évidemment les deux. De toute façon, au pire, on pourra repasser l'adresse sur la restitution. Merci. Ouais. Et puis, Nicolas, peut-être qu'on en discutera tout à l'heure. Pourquoi pas aussi se faire, avec Senwest Entreprise aussi, des entretiens individualisés qu'on pourrait proposer aux entreprises. À voir. On pourra en discuter. C'est quelque chose que j'ai fait avec la DGFIP récemment, qui a très, très bien fonctionné. J'ai une annotation, enfin plutôt une remarque de Sabine Reynaud qui dit « Je suis directrice satisfaction client et je suis en charge des relances factures et gestion des impayés. Suite à notre process, nous avons réduit notre délai de paiement. Nous faisons payer une indemnité de retard à tous nos clients et nous avons une note de 4,9 sur 5 Google. » C'est Google for Business, j'imagine. Bon, très bien. Ça, c'est très bien. Ça démontre bien que lorsqu'on a effectué sa prestation, qu'on a respecté ses engagements vis-à-vis du client, bien, on est en droit de se faire payer et d'exiger le paiement de ses factures. Et ça, c'est vraiment, je crois, à retenir. C'est vraiment ne pas craindre de relancer ses clients parce que ceux-ci comprendront qu'ils doivent payer leurs factures. Et n'oublions pas que dans certaines périodes, alors aujourd'hui, les entreprises disposent d'assez de trésorerie, mais lorsque la trésorerie n'est pas suffisante, bien c'est les premiers à relancer qui sont les premiers payés. Et du cash, il n'y en a pas toujours pour tout le monde dans les entreprises. C'est intéressant de le noter. Alexandre, une dernière petite remarque? Oui, alors ma dernière remarque, ce serait la dernière étude qu'on a menée, c'est une grosse étude auprès de 1000 directions financières de toute taille. La question qu'on a posée, c'est qu'est-ce qui a impacté le plus votre business au cours des 6 derniers mois? L'étude étant sortie il y a 1 an tout pile. En numéro 1, c'est les retards de paiement. Donc, si on est tous là aujourd'hui réunis, aussi bien nous, côté acteurs ou bien côté spectateurs, c'est que vous êtes dans ce milieu-là. C'est clé vraiment pour les entreprises. Le retard de paiement peut avoir des conséquences vraiment significatives sur l'impact business, peut aller jusqu'à effectivement tuer certaines entreprises, disons ce qui est. C'est vraiment important de s'équiper. C'est vraiment aussi important de savoir, là, merci aux médiateurs des entreprises, il y a des solutions également qui existent pour trouver effectivement des solutions. Et ensuite, j'ai envie de dire, ne pas forcément s'équiper dans l'urgence. On le voit, on a des clients qui viennent vers nous, on a tous les voyants dans le rouge, vite, on s'équipe. Bon, très bien, on est ravis, on ne va pas se mentir. Mais on a aussi des clients qui viennent, on a un poste client qui est très bien géré, mais on souhaite le sécuriser, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, anticipons aussi l'avenir, on préfère s'équiper tant que la mer est calme, j'ai envie de dire. C'est aussi quelque chose d'important. Pas forcément aller dans l'urgence, mais voilà, il y a à la fois la sécurisation, l'optimisation. Anticipation, toujours. Très bien. Une dernière question, et puis je pense qu'on va arrêter. Si vous avez d'autres questions, très vite. Si vous voulez prendre la parole, peut-être on peut laisser juste peut-être un spectateur qui pourrait discuter sur une dernière question à l'oral. Vous pouvez lever la main si jamais. C'est le petit bouton en bas.
avec la petite main. Voilà. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions, hein, néanmoins. Bon. Bah, écoutez, on va refermer ce webinaire. Bah, merci pour toutes ces informations très riches. On a réussi à maintenir les délais. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de choses à dire. On voit que finalement, en fait, le recouvrement, c'est ni plus ni moins de la rigueur, quelque chose qui est assez intuitif, finalement, du bon sens, mieux connaître son client, de ne pas oublier de relancer au bon moment, voilà, de ne pas trop attendre, évidemment, parce que plus on attend et on voit que forcément, derrière, le laxisme, quelque part, c'est difficile après, derrière, d'aller récupérer les factures. Et puis, il existe des solutions, surtout, voilà, qu'on a entrevues là. On ne pourra pas tout dire sur la facturage inversé. Vous avez compris déjà la philosophie. On aurait pu parler aussi du prêt sur gage. J'aurais voulu en parler, mais bon, on ne peut pas parler de tout. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter. On vous enverra le replay. Et puis, les coordonnées, si jamais, des intervenants. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions après. On pourra y répondre pour des cas particuliers, si jamais. Merci encore à tous les intervenants. Merci, Nicolas. Voilà, directeur général médiateur des entreprises. Merci, Alexandre. Voilà, Regional Sales Manager pour SiteTrade. Et puis, Denis Lebossé, merci vraiment de vous être prêté au jeu. Je vous Merci dis à bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Très bonne journée.